on y va avec les 3 premiers pas pour transformer sa pratique, OK? Pour vraiment faire vivre une évaluation intégrée à l'apprentissage. Le premier pas, c'est d'exercer son jugement professionnel, de trouver la mécanique qui va faire en sorte qu'on va être capable d'exercer son jugement professionnel. Il y a tout l'aspect de se faire confiance qui vient avec ça, puis Anouk vous en parlera davantage. Okay? Donc, c'est quoi la mécanique qu'on va prendre dans le portail, bien concrètement, pour pouvoir utiliser notre jugement professionnel, puis à la fin, émettre un résultat qui vient vraiment de nos observations, puis des traces. Le deuxième, c'est comment est-ce qu'on fait pour que l'évaluation devienne une vidéo plutôt qu'une photo? Comment on fait pour évaluer pendant l'apprentissage? Donc, mettre l'accent sur le processus plutôt que la fin qui est l'examen. Comment est-ce qu'on fait pour que les élèves apprennent pas juste pour l'examen, mais que tout ce qu'ils font devienne important? Okay? Et là, c'est là où ça commence à être un peu difficile pour les enseignants d'imaginer comment le faire avec un nombre d'élèves élevé et une évaluation qui est valable aussi. Et le troisième pas, c'est vraiment de s'assurer que la rétroaction qu'on donne, elle est payante. Parce qu'on donne souvent des rétroactions qui ne sont pas payantes, ni pour nous, ni pour l'élève. Donc, c'est quoi une rétroaction payante? C'est ça qu'on va aborder. Je commence par aborder le thème du jugement professionnel et dans les dernières semaines, j'ai fait des accompagnements avec plusieurs enseignants et plusieurs équipes. Entre autres, avec un enseignant de mathématiques que je nomme pas parce que je n'ai pas demandé la permission de le nommer, mais qui me disait, écoute, Isabelle, regarde, je te montre ce que je fais. Maintenant, moi, je suis tannée que mes élèves arrivent stressés aux examens et qu'il y a juste ça qui compte. Et là, je lui ai dit de me parler un petit peu de ce qu'il faisait. Puis il y avait déjà tout en place pour faire vivre l'évaluation intégrée. Puis c'est vrai pour presque la majorité des enseignants. OK? Donc, comment est-ce qu'on fait pour exercer notre jugement professionnel? Sur le plan de la mécanique. Je vous propose quelques pistes. Vous gardez les pondérations indiquées au portail, mais à la fin, vous utilisez un gel de notes pour le bulletin, OK, pour vraiment appliquer votre jugement professionnel. Ça peut être une solution qui fait que vous ne changez rien à votre scénario, mais déjà là, vous avez un peu plus de levier sur les résultats. La suggestion en rose, parce que c'est ma préférée, c'est de mettre toutes les pondérations à 0 ou à 1 et de créer un travail final pour la note finale, la compétence qui compte pour 100 où là, vous vraiment vous apposez un jugement, vous mettez un résultat qui considère les traces qui ont été laissées pendant l'étape. Ou vous pouvez avoir des pondérations fixes en faisant des regroupements, comme dans l'exemple que je donne. Et l'exemple, c'est un vrai exemple de cet enseignant-là de mathématiques avec qui j'ai discuté, qui dit, ben moi, je fais des quiz. Moi, je fais des pratiques en classe. Les élèves, à chaque classe, doivent m'envoyer une photo d'un de leurs exercices. Je fais une pratique du MEL, puis je fais un projet. Mais tout ça, là, ce sont des traces et elles doivent compter dans ton jugement. Donc, fais un regroupement pour les quiz, un regroupement pour tes pratiques en classe, une trace pour la pratique ministérielle et une trace pour le projet qui compte toutes pour 100 qui compte toutes pour 1 pardon, et émet une note finale à 100 Alors, il y a plein de possibilités. C'est à vous et votre équipe de trouver la mécanique qui vous convient. Puis après ça, il faut vous faire confiance. Le deuxième pas, c'est le processus. À partir du moment où on décide que l'examen formel ne nous convient plus ou qu'il y a d'autres façons de faire, on doit se poser la question, bon, qu'est-ce que mes élèves font qui peuvent constituer des traces? Si vous travaillez avec des SAE, des tâches complexes, c'est une très belle situation d'évaluation en soi. Les projets sont idéaux pour l'évaluation morcelée. Mais sinon, dans le cas, par exemple, de l'enseignement en ligne, c'est de proposer aux élèves des billets d'entrée ou des billets de sortie de classe. C'est-à-dire qu'ils font une tâche, bien entendu, il faut qu'ils soient en action, que la tâche, ça soit peu importe la matière. Et ce que vous voulez, c'est recueillir ces traces-là. Donc, pendant vos cours, est-ce que vos élèves font de la résolution de problèmes, des exercices? Ça constitue des traces. Est-ce que vous leur demandez à la fin du cours de faire un schéma conceptuel de fin de cours? Est-ce qu'ils vous envoient une photo? Est-ce qu'il y a une équipe au cours suivant qui vous présente leur schéma conceptuel? Est-ce que vous faites une activité de synthèse en début ou en fin de cours? Est-ce que à la fin du cours, vous proposez aux élèves une question ouverte?
Est-ce que ce sont de très courtes situations d'écriture? Est-ce que vous faites des quiz ou des tests de pratique? Toutes ces choses que vous faites en classe, eh bien, vous devez trouver une façon qu'elles deviennent visibles pour vous et c'est là-dessus que vous rétroagissez. Là, vous allez me dire, hey, mais on ne peut pas tout corriger, rétroagir les élèves à tous les élèves à chaque cours. C'est impossible et vous avez tout à fait raison. Donc, dans une stratégie comme ça, où vous choisissez, par exemple, que votre élève prenne en photo un exercice et le mette sur votre plateforme, bien, il faut que vous choisissiez, parfait, dans cette situation-là, à qui je vais offrir de la rétroaction au prochain cours et comment je vais offrir ma rétroaction. Alors, vous pouvez dire, OK, je choisis 6 élèves à qui je vais rétroagir individuellement au prochain cours. Je choisis une équipe, 2 équipes à qui je vais rétroagir au prochain cours. Et après un cycle, bien, vous avez offert une rétroaction de qualité à tout le monde. Vous devez aussi vous dire, bon, je dois morceler la compétence pour offrir une rétroaction bien spécifique. Donc, c'est cet aspect-là de la compétence sur lequel je vais rétroagir pour cette tâche donnée-là. Donc, c'est vraiment, on morcelle, et tant au niveau de la rétroaction à offrir que de la compétence sur laquelle on va rétroagir. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire par offrir une rétroaction payante pour le prof et l'élève? Rétroaction, le feedback, là, hein, il y a le mot feed, nourrir, puis back, nourrir en retour. Donc, pour que votre rétroaction soit payante, préférablement, elle doit être individualisée ou en sous-groupe. Une rétroaction en grand groupe a une certaine valeur, mais jamais aussi forte que celle qui est individualisée ou en sous-groupe. Ça, vous allez faire ça avec des rencontres, des commentaires audio, des commentaires écrits, peu importe, mais plus elle est différenciée, plus elle est efficace. L'interaction qui est payante, c'est celle qui prévoit aussi une interaction avec l'élève, que vous faites sous forme de discussion, que vous pouvez un peu discuter avec l'élève, voir ce qu'il comprend. Okay? Vous pouvez le questionner aussi. Ça peut être des grilles sur lesquelles l'élève peut écrire une auto-évaluation, etc. Une rétroaction payante, c'est une rétroaction qui est réinvestie rapidement. L'élève doit pouvoir s'améliorer. Donc, quand il fait un examen à la fin d'une séquence et qu'il reçoit l'examen, après, on passe à un autre contenu, il n'a jamais pu réinvestir, il n'a jamais pu s'améliorer. Donc, ce qu'on va voir, c'est que la prochaine fois, il va avoir exactement le même résultat, il va faire exactement les mêmes erreurs. Donc, c'est pour ça que plus tôt on fait la rétroaction, plus on permet à l'élève vraiment de réinvestir. Alors, est-ce que vous pouvez prévoir des activités de réinvestissement après une évaluation? C'est une très bonne idée. Est-ce que l'élève peut analyser? Est-ce qu'il peut faire une autocorrection? Bref, il y a plein de façons. Et finalement, le quatrième élément qui fait qu'une rétroaction est payante, c'est quand c'est appuyé par un vocabulaire clair et connu de l'élève. Et là, on ne passe pas à côté de l'utilisation des grilles. Et il faut que les grilles soient simples avec un vocabulaire connu par l'élève. Souvent, moi, comme parent, je reçois les examens. Chez nous, bon, les enfants sont grands, mais ils ont tous passé par le primaire, le secondaire. Puis je reçois des examens avec des chiffres. Et moi, ce que je vois comme parent, et les enfants voient la même chose, c'est un chiffre, un pourcentage. Et quand je pose la question, mais qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce que j'ai pas bien compris, ils ne sont pas capables de dire ce qu'ils ont à améliorer. Ben, est-ce que c'est parce que tu n'as pas bien communiqué? Est-ce que, bon, ils sont incapables de le dire parce que la rétroaction, vraiment, ne leur indique pas ce qui est à améliorer. Ce qui fait qu'à l'examen suivant, ils ont exactement le même résultat. Okay? Ils n'ont vraiment pas travaillé l'aspect de la compétence comme ils auraient pu, puis ils sont capables de comprendre. Puis on peut imaginer qu'au bout de 5 ans, secondaire 1 à secondaire 5, un élève qui est introduit à un vocabulaire lié aux compétences, ben à la fin, il comprend très bien c'est quoi les attentes en mathématiques ou en français. Puis il est capable d'utiliser ce vocabulaire-là avec vous. Et ça, c'est très important. Maintenant, je reviens à mon exemple du début où je vous faisais le scénario de mon prof de maths qui a une trace qui est quiz, une trace qui est les pratiques en classe, une trace qui est la pratique du MELS et une autre trace qui est le projet. Et j'ai donné en étoile la valeur de la rétroaction pour ce scénario-là. Okay? On imagine les quiz qui sont avec une correction automatisée où on peut donner peu de rétroaction, on va avoir qu'une étoile au niveau de la valeur de la rétroaction.
Par contre, ils vont permettre à l'élève de se pratiquer. Tandis que la pratique en classe où on donne une correction et un retour, une rétroaction individualisée, celle-là va avoir une grande valeur, 3 étoiles, parce que vous êtes en discussion avec l'élève, parce que vraiment, c'est ciblé et c'est pas général. Le gros examen traditionnel qu'on fait ici en formatif, et je l'ai appelé la pratique du MEL, parce que c'est la réalité de bien des enseignants, ben, dépendant de la façon dont on va faire la rétroaction, souvent on fait une rétroaction en grand groupe et puis on passe à autre chose, plus ou moins de valeur. Mais si on fait un retour, un réinvestissement sur cette évaluation-là et qu'après on va en rétroaction plus individualisée ou plus spécifique, elle peut avoir plus de le projet peut avoir une très grande valeur si on le morcelle et si on accompagne les équipes dans chacune des étapes. Donc, quand vous allez choisir aussi les situations que vous présentez aux élèves, prenez le temps de choisir des situations qui vont avoir une grande valeur sur le plan de la rétroaction. Donc, si on revient à nos conditions de départ, et après, je vais passer la parole à Alexandra. Donc, trouver des façons d'exercer votre jugement professionnel, déterminer la mécanique pour une compétence. Je vous suggère, si vous partez de zéro, de commencer avec une compétence à la fois. Le deuxième pas, la vidéo plutôt que la photo. Choisissez parmi ce que vous faites des traces qui ont une valeur et pour lesquelles vous allez pouvoir rétroagir. Et finalement, le troisième pas, la rétroaction payante, bien, vous devez travailler à partir d'une grille. Donc, pensez à construire une grille pour une compétence dans un vocabulaire qui va être facile à utiliser pour les élèves. Alors voilà, je reviens à la présentation et je vais donner la parole à Alexandra et après vous pourrez y aller de vos questions et Marie-Hélène et Anouk prendront la parole. C'est à la bonne franquette parce que je veux vraiment qu'on réponde à vos besoins et qu'on réponde à vos questions. Donc, Alexandra, je te passe la parole. Je me mets sur silence. Oui, je vais activer mon son aussi. Bonjour, c'est le fun de vous voir. Est-ce que ça va pour le son? On pose toujours les mêmes questions. Oui, ok, merci. Donc, dans le fond, mon mandat, c'était aussi surtout de vous expliquer mon cheminement, comment est-ce que j'ai transformé ma pratique. Donc, c'est ce que je vais vous faire. Je vais vous raconter un peu sous forme d'histoire, où est-ce que j'en suis maintenant, puis où est-ce que j'en étais quand j'ai commencé. Je dois vous dire que, en fait, parfait. En fait, ma pratique est vraiment encore en évolution. Là. Tout ce que dit Isabelle, je ne considère pas que je suis parfaitement au niveau supérieur où je pourrais être. Là, je suis encore en train de travailler et d'adapter mes choses. Puis je pense que c'est pour ça que ça peut être pertinent d'avoir le chat. d'avoir un petit peu une histoire de comment je suis partie. Donc, en fait, ça a commencé quand j'enseignais en mathématiques de première secondaire. C'est la première fois que j'enseignais des maths, que j'avais une classe de secondaire 1. J'avais déjà souvent enseigné en sciences, puis je me suis rendu compte que les élèves étaient très, très, très stressés dans le cours de maths, puis qui sortaient en fait d'un primaire où il y avait tous la main levée en disant les maths est mon cours préféré ou presque. Là, ils arrivaient en secondaire 1, puis ils n'aimaient plus ça au bout de 2 semaines. Je me suis rendu compte qu'en fait, le stress venait beaucoup des examens, puis que quand ils étaient en position de se faire évaluer, ça devenait très, 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 très lourd pour eux. Et là, j'ai réfléchi puis j'ai réalisé que c'était probablement les premiers contextes où ils étaient évalués, puis qu'il y avait un caractère formel dans l'évaluation de mathématiques, puis ça n'allait pas du tout. Donc, en fait, je me suis demandé comment est-ce que je pourrais enlever un petit peu de ce stress-là à mes élèves parce que je voyais bien que dans leurs apprentissages, ça allait bien, ils comprenaient bien, ils étaient capables de faire les exercices. Souvent, les questions, c'était juste des questions de validation, puis qui arrivaient en examen, puis ça marchait. Donc, c'est à ce moment-là où, en fait, j'ai décidé d'offrir la possibilité de faire des reprises d'examen, comme j'ai mentionné quand on s'était vu en septembre. Donc, je redonne des copies aux élèves, les élèves se corrigent, puis ils peuvent bonifier leurs notes en fonction d'un barème préétabli. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai vu l'impact direct du fait que l'évaluation, ça devenait un moment un petit peu moins stressant parce qu'il y avait du avant, puis il y avait du après aussi l'évaluation. Il y avait autre chose autour.
À partir de ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir à l'ensemble de ma pratique. Puis, je trouvais que j'étais beaucoup dans un modèle de OK, j'enseigne de façon. J'ai refait toutes mes stratégies pour enseigner autrement, avec de pratiques intégrées, apprentissage actif, mais j'arrivais dans l'évaluation, puis là, j'étais vraiment là, un modèle ultra traditionnel, comme la majorité des évaluations qu'on a au secondaire. Puis, dans le fond, ce que ça faisait, c'est que c'était vraiment coupé en deux. Il y avait de l'enseignement, du travail, de la rétroaction, travail actif, puis là, l'évaluation se transformait dans une autre case. Puis, il y a plein de choses que je ne pouvais pas observer. Comment est-ce qu'il arrivait en mathématiques et en sciences? Comment est-ce qu'il était capable d'arriver à la finalité qu'il me présentait? Tout ça, je n'avais pas accès à ça. Comment il réfléchissait? À quel moment est-ce que je pouvais dire comme « Ouh, non, c'est ici là, que ça ne marche pas tes affaires » ou « Ça, tu pourrais travailler ça autrement ». Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert la politique d'évaluation du ministère en me disant, je vais aller voir c'est quoi ma marge de manœuvre. Puis, en fait, dans les premières phrases, on dit l'évaluation doit être au service des apprentissages et l'évaluation n'est pas une finalité. Donc là, ça a été comme un soulagement. Je me suis dit, ça y est, je peux aller pas mal n'importe où. Je l'ai consulté, puis vraiment, c'est super ouvert. Donc, je suis partie de là. Ensuite, quelques années plus tard, un petit peu plus... Ah oui, c'est ça, toujours en maths, je vais juste finir avec cette partie-là de toujours mon maths de secondaire 1. Il y avait un autre point qui me chicotait beaucoup, c'est que j'aimais récompenser les élèves avec des collants sur les copies d'examen, mais j'avais comme un gros dilemme moral pour vrai, parce que le 75% d'un élève valait vraiment pas le 75% d'un autre élève, puis là, j'arrivais pas à me situer à qui je mets des collants. Puis, je ne voulais pas enlever le fait de donner des collants, mais je voulais que ça ait une valeur quand même parce que, il y a du positif à recevoir un collant sur sa copie pour tout le monde. Donc, ça a été un gros questionnement. Je le sais que cette note-là, ce pourcentage-là, ne vaut pas la même chose pour tout le monde. Comment est-ce que je peux faire pour souligner ce qui, moi, est important? Pour finir le collant, là, à la fin, je leur disais, ben, c'est toi qui décides si tu mérites un collant ou pas. Là, mon Dieu, ça a ouvert plein de discussions super intéressantes sur la valeur de mon effort, puis la valeur de ma performance. Puis il y a une élève qui est venue me voir en disant j'ai 76%, pensez-vous que je mérite un collant avec les yeux comme tu sais. Là, on dit OK, oui, tu as travaillé fort, puis bon. Donc, ça, c'est mon entrée dans l'évaluation intégrée. À partir de là, j'ai à cibler des moments dans mon enseignement en maths, en sciences, et éventuellement en cinématique en secondaire 4, où il y avait vraiment quelque chose qui clochait dans mon évaluation par rapport à mon apprentissage, puis transformer ces parties-là en bulles. Donc, moi, j'ai vraiment travaillé par segments, par petites parties, par travaux, par notions, où j'avais là, on passait à côté de la plaque là, pour la traque, plutôt qu'on dit, là, pour cette notion-là ou cette compétence-là ou cette activité-là. Donc, je suis vraiment allée comme par petits bouts, par séquence, j'ai essayé des choses. Puis, mon Dieu, je lis des commentaires en même temps, c'est pas une bonne idée. Donc, c'est ça, j'ai comme travaillé par bulle, puis après ça, pour me faire une vision un petit peu plus globale. Ensuite, en arrivant ici en cinématique l'année passée, là, j'ai vu un beau, champ de travail, là, quelque chose de très ouvert pour moi pour plonger dans l'évaluation intégrée parce que cinématique me permettait de définir mes compétences et mes notions. Donc, je pouvais aller beaucoup plus rapidement que ce que j'étais capable de faire un petit peu par petit peu en mathématiques et en sciences de secondaire. Donc, concrètement, quand on parlait de jugement professionnel, de processus plutôt que la fin, puis de réaction payante, là où j'en suis en ce moment en cinématique, c'est que je fais le moins de travaux possible. Puis, en fait, je leur permets de retravailler ces travaux-là autant de fois qu'ils veulent. Puis, en fait, mes commentaires de la première évaluation, c'est juste, ça peut être final, mais ça peut être aussi une marche sur laquelle ils vont s'appuyer pour après ça aller améliorer leur travail ou pas. Puis, je le fais dès le secondaire 1. Puis, en fait, là où j'en suis avec le secondaire 1, c'est que je fais aussi beaucoup de modélisation. Donc, je fais moi-même le projet. Je montre moi-même les grilles qu'ils vont utiliser. Puis, je leur demande de m'évaluer. Puis, je m'évalue aussi devant eux pour qu'ils apprennent à utiliser puis s'auto-évaluer. Puis, parce que c'est comme n'importe quoi. Ils ne savent pas, puis c'est normal. Puis, on leur apprend comme ça.
Est-ce que ça répond à ce que tu avais l'intention? Mon Dieu, ma phrase, c'était vraiment pas belle. Oui, merci Alexandra. Dans le chat room, dans la conversation, je prends un peu des notes pour vous, des éléments principaux des discussions. OK? Maintenant, je regarde l'heure avancée. Je donnerai la parole à Anouk et Marie-Hélène, donc dans cet ordre-là, et pour une dizaine de minutes, et après, on va passer à la période de questions. Bye, Alexandra. Alexandra doit nous quitter. Donc, ça vous convient? On passe la parole à Anouk et Marie-Hélène et après, on passe aux questions. Et n'hésitez pas aussi dans les questions, commencez à y penser. Commencez à penser, écrire vos questions. Vous pouvez l'écrire dans le chat et je vais m'assurer qu'on réponde aux questions aussi à la fin. Bon, si je comprends bien, c'est moi qui poursuis. Donc, bonjour tout le monde. Moi aussi, je vais un peu expliquer mon parcours. Anouk, on n'entend pas. Non. Est-ce que vous entendez Anouk, tout le monde? Oh, vous m'entendiez? OK. Ah oui. OK, bon. Alors, c'est ça. Moi aussi, ça part d'une irritation. Et mon élément déclencheur de toute cette démarche, en fait, c'est que j'enseignais en 5e secondaire et on parlait des œuvres qu'on avait lues, que les élèves avaient lues de 1 à 5. Puis ce qui revenait souvent, c'était comme la fierté qu'ils avaient de ne pas avoir lu les romans en français au secondaire. Puis je trouvais ça vraiment dommage. Puis je me demandais, mais comment as-tu fait, genre, pour te rendre ici? Puis clairement, c'est pas ce que je voulais pas. Je ne voulais plus jamais entendre ça. Donc, c'est vraiment ça mon point de départ. Puis je me dis, bon, il y a quelque chose qui cloche. Puis aussi, quand on entend des élèves dire Madame, j'ai tellement mis d'efforts. Tu sais, tu vois, la personne, elle a annoté, elle a suivi l'école, elle a participé dans le cours et tout. Puis là, elle fait l'examen, ça ne se passe pas bien pour une raison X, parce que tu sais, ça peut être le stress, ça peut être juste aussi une mauvaise compréhension de la question. Ou, tu sais, bref. Et là, cette personne, cet élève-là, qui a tant travaillé et qui t'a démontré durant le cours clairement qu'elle avait compris, blablabla, mais finalement, elle a comme vraiment une note à laquelle elle ne s'attendait pas. Tandis que l'autre, que tu sais très bien, pertinemment, l'élève n'était pas engagé dans le cours, etc., obtient une meilleure note. Ça frustrait les élèves. Puis ça me frustrait moi aussi parce que je disais finalement, c'est clair que ce n'est pas pertinent mon évaluation. C'est moi le problème. C'est l'évaluation que j'ai construite qui n'est pas bonne. Parce que ça ne va pas chercher la compétence finalement. Mon évaluation ne va pas cibler la compétence de l'élève. La preuve, c'est que tu dois te faire confiance aussi là-dedans. Tu sais que tel élève n'était pas autant engagé. Tu sais que l'autre a tellement participé puis t'a prouvé à maintes reprises qu'il avait compris. Donc, ce n'est pas normal qu'on obtienne ce résultat-là à la fin. Fait que ce que j'ai décidé de faire, finalement, c'est je marchais avec des grilles de couleurs, là, fait un peu inspirée de Marie-Hélène, parce qu'on était dans le même bureau quand j'étais en 5e secondaire, puis elle utilisait bronze, argent, or, ou mettons les feux de circulation, là, avec Jean Desjardins aussi qui nous en avait parlé, là, jaune, rouge, jaune, vert. Donc, j'avais des grilles, puis chaque fois qu'on faisait quelque chose, mettons les élèves, un élève participait plus qu'un autre, je mettais un verre à côté de son nom, puis au fur et à mesure, ces grilles-là, c'est sûr, se sont peaufinées, puis sont devenues aussi numériques, là, ce qui m'a vraiment sauvé la vie, éventuellement. Et donc, là, je me suis dit, en fait, je n'ai pas vraiment besoin de l'examen. Ce que je dois faire, c'est diviser mon examen en petites photos à travers toute l'étape. Puis à la fin, là, clairement, je vais avoir un portrait qui va être en évolution, puis qui va être beaucoup plus juste pour l'élève. Il va se sentir reconnu parce que chaque cours va compter dans le fond, mais pas compter littéralement 5 là, 10 non. Mais chaque cours va avoir un sens. C'est ça, moi, qui me tenait à cœur. Donc, pour ce faire, là, je vous dis tout ça pour les profs de français, c'est sûr. Puis je suis convaincue que ça se transpose dans n'importe quel cours. Pour ma part, j'ai vraiment, la démarche, elle se passe principalement pour le moment en lecture. Fait que c'est sûr, j'ai ciblé la lecture.
ce que je fais, c'est que lors de l'étude d'un roman, nous, ce qu'on enseigne, ce sont des stratégies de lecture. Et donc, j'ai morcelé l'analyse d'une œuvre. J'ai morcelé par des tâches complexes qui nécessitent vraiment de se creuser le ciboulot, OK? Mais pour lesquelles tu as accès à toutes les ressources possibles, dont tes pairs, l'enseignant, je ne sais pas, l'Internet, tout ce que tu veux. Finalement, et pour laquelle aussi tu as le droit à l'erreur. Puis moi, c'est vraiment ça, c'est super important. L'élève peut se reprendre quasiment jusqu'à l'infini, j'exagère un peu, mais parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il faut dire, cette date-là, il faudrait que je remette des notes. Mais bref, l'élève peut vraiment prendre le temps de se rendre du point A au point B. Fait que le deuxième principe, c'est que c'est accepter que le rythme de l'élève est propre à lui-même. Donc, un élève peut réussir, là, la stratégie, là, il va te la démontrer comme ça, en un cours. Cet élève-là est parvenu du point A au point B. Un autre élève, ça va lui prendre 3 semaines. Mais pour moi, les 2 élèves obtiennent la même réussite à la fin. Que tu l'aies fini du premier coup, ou que tu t'aies pris 10 essais, bien, à la fin, tu l'as-tu compris? Est-ce que tu maîtrises la compétence ou pas? Oui ou non? Puis, Anouk, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que tu peux me donner un exemple concret des tâches? Tu parlais de lecture, par exemple, de morceler la lecture, puis tu disais que tu proposes des tâches, tu morcelles des tâches complexes. Donne-nous un exemple d'une tâche que tu proposes. OK. Bien, en fait, je peux vous partager l'écran peut-être, parce que j'avais préparé une page web. Donc, exemple de tâche. Nous, en ce moment, on enseigne le roman Guerre, qui est un roman choral, donc un roman, en fait, qui a plusieurs narrateurs. Est-ce que vous voyez bien? Là, je ne vois pas vos visages. Ça va très bien. Quelqu'un peut me confirmer à l'oral que vous voyez bien mon écran? Oui, Anouk, on voit bien. Oui, okay, c'est bon. Merci. Alors, voici ma tâche morcelée, OK? Dans le fond, là, partez du principe que normalement, en secondaire 3, nous aurions composé un examen dans lequel on aurait questionné ceci, ceci et ceci. Okay? Puis l'examen aurait probablement compté pour genre 50 de la note, on va dire, à la première étape, puisque c'est une petite étape. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que ça, là, ça s'étale sur 2 semaines à la place, OK? Même plus. Ça nous a pris 3 semaines. Okay? Ici, pour la première tâche, il s'agissait, par exemple, il y a un des chapitres qui s'intitule La planète solitude. Bon, là, ça, c'est une métaphore. Okay? C'est compliqué à comprendre au début. C'est de l'analyse littéraire. Moi, je demande à l'élève de définir pour lui ce que ça veut dire. Pourquoi l'auteur a-t-elle choisi ce titre-là, ce sous-titre de section? Pourquoi elle n'a pas juste écrit solitude? T'sais, pourquoi planète solitude? Et là, l'élève, en se servant de ce qu'on a vu dans le roman, il doit pouvoir utiliser ces stratégies de lecture qu'on a modélisées, donc on a enseigné explicitement avant, bien sûr, parce que c'est sûr que cette démarche-là, tu dois l'associer à l'enseignement explicite. Okay? Sinon, c'est sûr que ça perd son sens. Là. Et donc, voici une tâche morcelée. Là, regardez, mes élèves, là, lui, n'a vraiment pas compris parce qu'il a répondu dans ma consigne, mais ça, c'est une autre histoire. Et là, j'ai mes élèves qui me répondent. OK? Tout mon foyer est sur le même, puis en 5e, c'est sûr que j'améliore la formule, OK? Parce qu'avant, tous mes foyers étaient sur le même Padlet. C'était vraiment infernal, mais moi, je trouvais ça pertinent parce que je trouve que c'est de la construction. C'est le socio-constructiviste. Je trouve qu'ils peuvent, et je permets d'aller lire les autres posts. C'est ça aussi qui est étrange, c'est que, Isabelle, tu parlais tantôt, les profs doivent se faire confiance, là. Mais c'est fou comment il faut déconstruire des espèces de réflexes cognitifs que l'on a, à savoir que l'évaluation, que l'apprentissage, c'est privé, que l'apprentissage, c'est toi avec toi-même, puis que tu ne peux pas t'inspirer des autres, puis qu'il ne faut pas, surtout pas que. Il faut pas que. Comment je fais pour aller évaluer telle personne précisément? Ben, il faudrait quasiment qu'elle ait une muselière avec. Non, ouvrez l'apprentissage, qu'ils aient. Allez-y, vous inspirer. Puis après ça, produisez votre propre. Après avoir lu, vous êtes inspiré, là, produisez votre réponse. Mais bref, mon élève écrit, et là, moi, je lis. Je lis sa réponse.
Et là, je fais un commentaire par rapport à comment moi, j'ai explicité, dans le fond, mes attentes préalablement, bien sûr, là, ça, je ne vous le ferai pas, mais voilà. Et ici, par exemple, l'élève est passé à côté de la question. Fait que moi, je le relance un peu sur une autre piste, puis je ne vais pas lui dire « c'est pas bon ton affaire, là. Retourne faire ton travail ». Non, non. Je vais vraiment aller cibler quelque chose qui me dérange, quelque chose qui peut aller améliorer, puis je vais dire « bon, peux-tu m'expliquer plus précisément l'expression de la planète solitude? Pourquoi je vais retourner la question? Parce que la personne ne me parlait pas de la planète, me parlait juste de la solitude. Fait que je vois que l'élève a compris « ah, OK, planète solitude parce que ça parle de la solitude. » Mais ce n'est pas une explication, ça, c'est le premier degré. Moi, je m'attends à plus. Donc là, je vais dire « OK, mais pourquoi il y a planète devant? Prouve-moi encore plus pourquoi il y a planète. » Et tu vois, cet élève n'a pas pris cette occasion-là. C'est correct. Parce que lui a décidé qu'il n'allait pas le faire. Okay? C'est correct, il a été averti, il a eu sa chance, mais il ne l'a pas prise. Mais il y a plein d'autres élèves qui m'ont répondu. Puis là, moi, après ça, je répondais. Fait qu'ils peuvent sans cesse s'améliorer jusqu'à temps qu'ils. Puis il y en a là, qui vont ce dialogue-là peut prendre là, 4 réponses. Là. On s'écrit, je lui réécris parce que ce n'est pas encore ça. Parce qu'il faut qu'il. Fait que chaque fois, je le redirige vers quelque chose. Là, vous allez me dire, mon Dieu, tu n'as pas de vie. Mais savez-vous quoi? Les personnes, moi, là, qui ont réussi vers, là, je ne leur fais pas faire l'examen. Pourquoi? Fait que ce temps-là que j'ai pris en ce moment pour donner une rétroaction, je n'ai pas à le mettre dans la correction d'un examen plus formel parce que j'ai déjà ma preuve et je me fais confiance comme pédagogue. J'ai confiance en mon jugement professionnel et dans le fait que, de toute façon, je vais y faire passer l'examen puis il va avoir le même résultat escompté. Fait que, bref, c'est un peu ça, les petites tâches. Puis, ça permet, c'est concis. Regardez, c'est pas long comme réponse. L'élève, il ne se sent pas surchargé, mais il peut justement aller vraiment travailler quelque chose de pointu dans sa compétence. Puis moi, je trouve, en tout cas, je pourrais vous en parler à une autre occasion, puisque là, je blablate, là, mais je ne vois que des avantages à cette pratique. Mais c'est pas mal ça. Est-ce que vous vouliez voir d'autres choses sur cet exemple de tâche ou Anouk, je donnerai la parole à Marie-Hélène Oui. parce que le temps file. Merci. Je suis certaine que les enseignants vont peut-être avoir des questions. Quand est-ce que tu donnes ta rétroaction? Est-ce que tu le fais pendant les cours, après les cours, etc.? On y verra pendant la période de questions, mais c'était très intéressant. Puis on peut imaginer une tâche, par exemple, un prof de mathématiques qui serait de demander à l'élève de photographier un problème spécifique qui a été réalisé pendant le cours ou en sciences, ce serait de faire un schéma conceptuel. En univers social, ça pourrait être de faire une synthèse, etc. Donc, ce que tu nous dis, c'est qu'à chaque cours, la tâche proposée est à remettre. Donc, toi, tu vois le travail en évolution. Ça, c'est un des exemples parce que ça pourrait être, c'est pas nécessairement une tâche comme ça fixe, ça peut être aussi de l'observation, mais ça, c'est une autre histoire. Merci. Marie-Hélène, à toi. Bon, ça, c'est une image qui s'appelle, que j'ai symbolisé la culture de notes. Okay? La culture de notes ou de performance, ça a commencé à me puer au nez un petit peu, là, tous ces pourcentages-là pour les élèves. Qu'est-ce que ça veut dire, 95? 91,4 pour l'élève, comparé ça à 82, 73. Est-ce que, puis là, surtout, je voyais les élèves, « Hey, tu as eu 94, hey, moi, j'ai juste eu 93. » C'est quoi le 1%? Qu'est-ce qu'il veut dire? T'sais, moi, ça me dérangeait beaucoup, ça. Donc, cette espèce de culture de note, culture de performance, ça compte-tu? J'étais tannée d'entendre ça compte-tu. Je voyais aussi que ce que je faisais dans la pédagogie active, des fois, je voyais des choses chez les élèves, ça rejoint ce qu'Anouk disait un peu, puis que arrivé aux examens, les résultats n'étaient pas tout le temps les mêmes que ce que je voyais de ce qui se passait en classe. Mais ça rejoint un peu ce qu'Anouk disait. Fait que mon jugement est-il valable? Et là, Anouk a déjà dit des affaires par rapport à comment se faire confiance dans notre jugement. Moi, ce que j'ai fait qui a aidé beaucoup, si dans vos petites évaluations des examens, parce que j'étais encore dans ce modus operandi-là, j'étais encore dans les examens. Mais je me disais, est-ce que mon jugement est valable? Est-ce que je suis capable de prédire une note d'un élève?
si mon examen juge qu'il répond bien aux intentions pédagogiques. Donc, ce que j'ai fait, ce que je faisais, c'est que, bon, mon Dieu, j'ai passé je ne sais pas pourquoi c'est pas là, je pense que je me suis trompée. Mais bref, j'ai commencé à me dire quelle note je mettrais, quel intervalle de notes je mettrais pour l'élève avec des intervalles de 10 Je mettrais ça autour de 100, autour de 90, autour de 80. Quand je voyais, avant qu'il passe l'examen, quand je voyais que, OK, mon jugement était quand même pas pire, ça rejoignait pas mal mon examen, puis là, je me suis mis des intervalles de 5 et là, j'ai commencé à me faire confiance dans comment je jugeais les élèves, puis que j'avais plus besoin d'examen. Aussi, ben pour ça, il fallait que je me pose des questions sur les examens que je donnais aussi. Ça, c'est une image, c'est Conrad Wolfram, qui est un grand chercheur en mathématiques, qui dit qu'en général, les maths, c'est poser des bonnes questions, c'est traduire un problème réel de la vie courante en langage mathématique, c'est faire des procédures, puis c'est transposer les maths de nouveau dans la réalité. Mais à l'école, en général, pourquoi j'ai mis en jaune la procédure, c'est que ce qu'on évalue, c'est tout le temps la procédure. Donc, c'était de changer la façon, c'était changer les questions. Fallait faut qu'on comprenne les critères. Donc, je vous invite à regarder c'est quoi les critères vraiment, puis qu'est-ce qu'ils veulent dire. Par exemple, moi ici, je les ai résumés comme ça et c'est juste ça que je vais employer avec mes élèves. Ça va être ça que je vais utiliser tout le temps. Je ne vais pas utiliser les notions, je vais utiliser les critères tout le temps. Même s'il y a des nouvelles notions qui embarquent, etc., ça va toujours être en fonction de ces critères-là que je vais utiliser. J'ai commencé, ça fonctionne bien comme ça. Je le faisais déjà les années antérieures, mais pas écrite, pas formulée d'une manière qui est plus aisée pour les élèves, qui est plus compréhensible pour les élèves. Et ça, c'est une manière qui est plus vulgarisée pour eux puis qui est plus compréhensible. Donc, il faut que les élèves s'approprient les critères. Ben c'est ça que j'avais dit, l'attribution avant un examen. C'est un petit truc que je donne pour certains pour votre jugement, si vous voulez avoir confiance en votre jugement. J'avais fait des examens où je ne posais pas beaucoup de questions. Ça, c'est dans le temps où je faisais des examens. Fait que je ne sais pas s'il y en a qui veulent continuer de faire des examens puis tout ça, ben je réduisais le nombre de questions puis j'y allais vraiment avec des degrés de difficulté qui étaient plus larges, avec des bons de 5 globalement. Ça, c'est, admettons, c'est le nombre de fois qu'on voit un élève, on voit des groupes dans une étape. Ben, en bleu, ça pourrait être les examens. Ben, moi, je me suis rendu compte que c'était juste des photos prises à un certain moment. Il faut utiliser toutes les tâches qu'on fait. Il faut tout ce qui est différent. Là, vous voyez qu'il y a du bleu qui est encore peut-être des examens si vous en faisiez, mais d'utiliser un paquet d'autres tâches qui vont être signifiantes et qu'on va donner, mettons que le rose, c'est des travaux d'équipe, ben, de temps en temps, j'appose mon regard là-dessus. Moi, ce qui m'a fait beaucoup changer aussi, il y avait une question? Oui, Marie-Hélène, je m'excuse, c'est Anouk qui a levé la main. Oui, Anouk? Oui, je voulais juste dire, pour rebondir sur ce que tu dis, Marie-Hélène, moi, je trouve ça vraiment chouette, qu'est-ce que tu as fait pour les libellés que tu as inventés, là, pour préciser la pensée, en fait, la rétroaction que tu vas donner à l'élève, tes critères, je trouve ça vraiment... Puis peut-être me permettre un petit commentaire, juste pour ceux qui nous écoutent. Tu sais, moi, je ne suis pas encore rendue là. mais c'est pas grave. Je vais m'y rendre. Je sais que je vais m'y rendre. Puis c'est ça, c'est qu'il ne faut pas, j'espère juste que vous n'allez pas ressortir de cette formation-là en vous disant mon Dieu, c'est tellement intense, tu sais, parce qu'on a toutes les trois commencé comme ça. Puis après ça, on a ajouté à chaque fois, on a amélioré la formule juste. Puis moi, en fond, je voulais juste vous dire que je tends vers ça. Ça serait mon prochain défi, mais découragez-vous pas. En tout cas, c'était juste un petit commentaire, peut-être pour rassurer les gens, mais j'adore ça. Ouais, c'est ça. J'ai peut-être été vite aussi. Mais c'est ça. Dans mon processus, ce que je voulais dire, c'est ce qui est important, c'est de regarder, Alexandra l'a mentionné aussi, puis Anouk aussi l'a mentionné, de regarder dans le programme, puis dans vos grilles, c'est quoi vos critères, est-ce qu'on les comprend bien? C'est la première chose. Il faut vraiment passer par là. Il faut regarder qu'est-ce que ça veut dire pour moi sélectionner des informations utiles. Qu'est-ce que ça veut dire choisir des bonnes stratégies? En maths, c'est pas tout à fait formulé comme ça. C'est moi qui l'ai simplifié pour les élèves. Mais de comprendre réellement qu'est-ce que ça veut dire, c'est la base. C'est la base. Ici, quand j'ai marqué les examens, ça, c'est
Tu sais, avant que je fasse plus d'examens, j'en faisais. Mais j'ai commencé à réduire le nombre de questions pour plus y aller avec comment j'évalue le critère au lieu de juste évaluer des connaissances et des procédures. Comment j'évalue le critère de choisir des bonnes stratégies. J'ai fait de l'exercice avec des profs de maths l'année passée, de prendre des examens qu'ils avaient faits. Puis, si vous regardez encore cette grille-là, qui sont les critères du ministère, bien, à peu près tous les examens que j'ai vus, c'était juste la partie appliquée. C'était la partie ici, là, appliquer le 1-1, là. Je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche. C'était juste appliquer bien les processus. Il n'y avait même pas le choix de mon concept. C'était déjà préétabli à l'avance c'était quel concept. Fait que dans toute la grille qu'il y a ici, les examens évaluaient appliquer bien. Et à peu près juste ça. Fait que là, c'est là qu'avec les profs, je regardais bien, comment tu peux t'assurer d'utiliser peut-être pas tous les critères, mais de varier tes critères des fois, puis de vérifier si l'élève est capable de bien sélectionner les informations utiles, les données pertinentes, puis les contraintes. Donc, de choisir des bonnes stratégies. Si on est dans des trucs d'application concrète, de résolution d'une équation, par exemple, il y a peu de choix de bonnes stratégies parce que c'est très, très procédural. Donc, c'est beaucoup ça, c'est de regarder est-ce que je vérifie bien mes critères. Donc, ça, c'est toutes les tâches variées qui peuvent être faites. Je me suis rendu compte, pour vous parler de mon processus, parce que, bon, Isabelle nous a demandé de regarder un peu le processus, c'est que je me rendais compte qu'il y avait énormément d'informations. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec la collaboration chez les élèves, l'entraide, les conversations qui se passaient, puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations que je pouvais tirer de ça, de mes conversations avec les élèves et de leurs conversations entre eux. Et là, je pouvais orienter un peu plus mes tâches en fonction de ça. Puis, il y en a qui vont dire que plus les élèves, plus les gens vont s'entraider ou plus il va y avoir des notes communes, moins ils vont faire d'efforts parce qu'ils vont se dire qu'une personne va faire tout le travail pour eux. Bien, moi, ce que j'ai observé, c'est que ce n'est pas ça qui se passe. Parce que c'est pas vrai qu'un élève dans une équipe de 4, il veut rien foutre puis que les autres le savent. C'est que si on travaille vraiment la réelle collaboration, il n'y a aucun élève qui veut se sentir le dindon de la farce ou celui qui ne fout rien puis qui n'est pas utile à son équipe. Tout le monde veut être utile à son équipe. Mais il faut l'apprendre, il faut qu'il apprenne, ça prend des stratégies explicites de collaboration pour ça. Mais bref, et l'entraide est payante. La collaboration est payante entre les élèves, ça soulage aussi un peu du fardeau sur le dos de l'enseignant. Puis la conversation, ça fait partie de la triangulation là, au niveau de l'évaluation. La conversation qu'on a avec un élève va beaucoup déterminer aussi la compréhension des critères et s'il a bien réussi les critères. Et Anouk en a parlé. Là, je ne peux plus ne plus différencier. J'ai besoin de différencier. C'est pas vrai que les élèves peuvent faire les mêmes tâches et ça encore, ça peut vous aider à évaluer s'il y a une maîtrise des critères, de différencier des tâches. Mais ça peut prendre du temps aussi avant d'être capable de faire ça. Mais pour vous aider, vous pouvez prendre une tâche que vous avez, puis vous pouvez la mettre en un peu plus d'étapes ou poser un peu plus de questions qui vont guider l'élève, puis d'autres que vous ne posez aucune question. Puis déjà, ça vous permet de différencier une même tâche que vous avez déjà qui est faite. Donc ça peut aider avant de commencer à faire que le type de tâche, parce que dans le type, c'est simple, moyenne, complexe, souvent c'est des tâches qui sont complètement différentes que je donne. Mais sinon, ça peut être la structure. Au niveau de la structure, c'est plus facile, vous prenez une tâche que vous connaissez, puis vous la segmentez un peu plus pour la guider plus. Les formatifs de niveau, mais ça aussi encore là, c'est beaucoup de travail, ça. Mais je donnais ça parce que les examens, c'est vraiment stressant pour des élèves. Donc, je donnais des formatifs de niveau, puis si les élèves les atteignaient, bien, il n'y avait pas besoin de faire des examens. Les technologies, on en a parlé, ça aide beaucoup. Là, moi, j'utilise plus Cascade, plus didactique, j'utilise le bloc-notes et le Desmos, mais il y a plein de façons différentes. Il y a GoFormative aussi que j'ai déjà utilisé. Ça, j'en avais déjà parlé. Ici, je veux revenir là-dessus parce que ça, c'est des recherches. J'ai lu beaucoup cet été là-dessus. Les minutes de timer des examens, c'est un obstacle. Les recherches montrent que ça bloque la mémoire de travail. Ça bloque la mémoire de travail. Je veux vraiment insister là-dessus. Et surtout en maths, en sciences. C'est hyper important. Il y a des élèves, c'est pas pour rien que des fois, il y a des élèves qu'on voit qui réussissent relativement bien en classe quand il n'y a pas de pression du temps, mais dès qu'il y a quelque chose qui est
minuté, ça ne fonctionne plus, il y a un blocage, puis c'est pas de la faute des élèves, c'est démontré par des recherches, là. Donc, je voulais le dire. C'est pour ça que prioriser aussi, ça c'est nouveau pour moi, de réellement prioriser le suivi. Pas juste d'attendre, Isabelle en avait parlé, les rétroactions immédiates, il faut le faire, puis il faut favoriser la spirale. Merci Marie-Hélène.